Bienvenue dans un nouvel épisode du Urban Tech Hub et aujourd'hui j'ai ma voix de Camaro. J'ai été bloqué pendant 4 jours au lit. Je suis dans un sirop à la codéine. Je me disais même, est-ce que je vais pas le mettre ici pour que les gens voient? Donc voilà, j'espère que vous allez quand même m'entendre. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir mon associé, ami, partenaire Aïssa Laroussi de Enki. Bienvenue sur le grill. Merci Idriss, merci de me recevoir. Et je voulais vraiment t'avoir aujourd'hui parmi nous parce que je trouve que tu as un parcours assez unique, quoi. Tu as vraiment un parcours incroyable. Je pense que ceux qui ont la chance de te connaître peuvent être très inspirés. Euh, Est-ce qu'on commencerait pas simplement par dépeindre ce parcours? Ok. Bah, du coup, je vais remonter à ma jeunesse, hein. Je pense que je suis toujours un petit peu jeune, mais voilà. Donc, j'ai la particularité d'avoir commencé dans l'entrepreneuriat, je dirais assez jeune, puisqu'en fait, j'ai créé ma première boîte à 23-24 ans à peu près. Et donc, c'était une activité qui était très sales. Donc, j'ai commencé par faire pas mal de sales dans ma vie avant l'entrepreneuriat. Et donc, ce qui fait que j'ai décidé de monter à l'époque une boîte dans les télécoms. Et donc, Mm. on vendait en fait des solutions télécoms pour Proximus, Belgacom. Et donc, c'est une activité qui a pris une ampleur assez importante, puisqu'en fait, je me suis retrouvé à l'âge de 25 ans à plus ou moins devoir gérer une centaine de personnes. Donc, c'est vrai que c'était assez atypique, je ne m'y attendais pas. Mais c'était une expérience très riche. Malheureusement, j'ai dû arrêter cette activité parce qu'en 2008-2009, il y a eu une crise économique vraiment importante qui a fait que beaucoup de gros acteurs, comme ce type d'acteurs-là, donc ont vraiment fort serré sur les budgets et ainsi de suite, et donc indirectement nous ont impactés. Euh, et du coup, je suis ressorti de cette expérience, voilà, toujours aussi motivé, toujours envie de me battre. Je pense que ce que je peux en tirer vraiment d'intéressant, c'est avoir vécu vraiment le succès et du jour au lendemain se retrouver dans une dynamique voilà, à manager autant de personnes. Et puis voir aussi que tout peut changer, même si tout va bien. Et on l'a vu notamment avec le Covid, où il y a beaucoup d'entrepreneurs, à mon avis, qui ont dû voilà, être confrontés à des situations difficiles. Donc la leçon, c'est de se dire, en fait, peu importe où on est, peu importe le succès qu'on a aujourd'hui, rien n'est acquis et donc il Ouais. faut toujours rester sur ses gardes et garder des bons réflexes en fait Et d'entrepreneur, t'es quoi. passé de 0 à 125 employés en combien d'années, plus ou moins? Plus ou moins 2 ans et demi, 3 ans. Donc c'était Waouh. assez hard comme Et ensuite, croissance. 0. Voilà, bon, ça s'est fait un peu progressivement. On a d'abord un peu réduit les effectifs Ok. pour essayer de s'adapter en fait au nouveau pricing qui nous était imposé. Mm. Et puis à un moment donné, bon, voilà, j'ai compris que ça allait pas tenir et donc du coup j'ai décidé d'arrêter le projet, quoi. Ok. Puis ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres entrepreneurs avec qui j'ai monté du coup Edebex, qui est une fintech. Et donc le principe d'Edebex, c'est qu'on propose en fait un système un peu comme du factoring. Donc on finance les factures des entreprises qui ont un besoin en fonds de roulement. Et la particularité du modèle, c'est on était en fait au début du crowdfunding et ainsi de suite, et donc on avait intégré une composante de financement participatif, Ouais. où en fait on avait d'un côté des entreprises qui avaient des factures à faire financer, et de l'autre côté des investisseurs donc, qui étaient intéressés de placer leur trésorerie. Donc là c'était une superbe aventure, j'ai passé 5 ans donc, au sein d'Edebex. Aujourd'hui Edebex c'est une boîte qui a permis le financement d'au moins 1 milliard d'euros Wow. de trésorerie, donc majoritairement pour des PME, puisqu'en fait Ouais. notre typologie de clients c'est beaucoup de PME qui ont des grands groupes, etc., qui ont tendance à prolonger les durées 3 mois, 2 mois, ouais. Voilà, exactement. Et donc, au bout de 5 ans, par un management buyout, entre guillemets, donc j'ai pu sortir et donc vendre mes parts. Donc, pour moi, ça a été une opération assez intéressante et qui m'a permis aussi, finalement, voilà, de repartir sur un nouveau succès. Et c'est là que, du coup, je me suis posé la question, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'avais compris que l'entrepreneuriat, c'était quand même un investissement en tant que personne important où finalement, je pense qu'il faut être vraiment motivé, vraiment passionné par ce qu'on fait, parce que voilà, il n'y a pas que des moments faciles, et donc du coup, je pense qu'il faut bien se poser la question avant de se lancer dans un projet. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment fait l'exercice mental de me dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant,
où est-ce que je me vois vraiment passer limite 10-15 ans de ma vie, parce que j'ai toujours été attiré par des projets où l'ambition peut être très grande, où l'impact peut être très grand, et donc ça veut dire que ça peut être des projets de longue haleine. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé à monter Enki. Et donc Enki, ben, comme tu sais, donc c'est une start-up qui propose du mobilier par abonnement. Et donc l'idée, c'est qu'on vient repenser la façon dont on aménage nos espaces avec trois grandes logiques. Donc la première, c'est effectivement la recherche de flexibilité, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, et on l'a vu avec le Covid, bah, on change un peu nos besoins, nos modes d'utilisation et ainsi de suite. Et on voit quand même qu'il y a beaucoup de soucis avec justement la manière dont on achète le mobilier aujourd'hui, puis on ne sait plus trop quoi en faire, et donc ça génère énormément de déchets. Donc il y a, je crois que c'est 10 à 11 millions de tonnes de déchets qui sont générés chaque année, et seulement 2% est recyclé. Donc c'est vraiment il y a un gros problème en tout cas de circularité et de sustainability. Donc lié à cette flexibilité qui n'est pas là, et aussi lié au fait que ça représente des budgets importants d'investir dans du bon mobilier qui est durable. Et donc malheureusement beaucoup d'entreprises privilégient du mobilier qui ne va pas être trop cher, mais qui du coup va rapidement finir aussi en déchets. Et donc voilà, donc c'est un peu en pensant à tout ça que finalement la vision, c'est de se dire que au sein d'Enki, on est assez convaincu que dans 5 à 10 ans, ça va devenir un peu la norme, en fait, de ne plus acheter son mobilier, surtout pour des usages business, que ce soit dans un bureau ou dans un concept de co-living ou d'hôtellerie, etc. Donc on est assez convaincu là-dessus, parce que ça répond en fait aux différentes problématiques, sustainability, flexibilité, pas devoir immobiliser du cash inutilement. Et donc ça, c'est vraiment la grande vision d'Enki aujourd'hui. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir impacter le marché et venir proposer une solution qui va vraiment répondre à 100% à ces nouveaux usages. On le voit par exemple avec les voitures aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, en B2B, le leasing, c'est une évidence, quoi. Et donc notre but, c'est de faire que demain, en fait, prendre son mobilier par abonnement devienne une évidence, quoi. D'accord. Ok, très clair. Merci de nous avoir un petit peu passé en revue ces différents projets qui t'ont mené jusqu'à Enki. Et le modèle d'Enki, pour moi, est vraiment une évidence. J'ai une grande conviction sur le futur d'Enki, notamment aussi parce que, évidemment, vous remplacez la propriété par le droit d'usage. Il y a plein d'assets dont on n'a plus l'obligation d'être propriétaire tant qu'on a le droit d'usage. Et donc, en fait, depuis qu'on a du Enki ici, je trouve ça débile d'être propriétaire de meubles. Il y a eu un déclic dans le mindset, dans le mindset qui vient de se produire. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler des chiffres clés d'Enki aujourd'hui? Donc, vous en êtes où? Et ensuite, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la vision, la grande vision future. Bah alors avec Enki, on a commencé, je dirais que le timing pour nous n'était pas idéal, puisqu'en fait on a commencé vraiment en 2020. Et donc on s'est retrouvé 3 mois plus tard en plein Covid avec cette offre de pouvoir meubler les bureaux. On avait commencé avec les bureaux. Donc disons qu'on a perdu un petit peu de temps au démarrage. Mais voilà, globalement, ça fait 4 ans qu'on existe. Et on va dire qu'il y a vraiment 2 ans où on a pu avoir de l'activité. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui grossit assez vite. On est 10, donc on est encore petit parce qu'on a aussi voulu vraiment s'assurer de bien comprendre les tenants et aboutissants de notre offre avant de pouvoir scaler. On a aujourd'hui meublé, si on parle un peu je pense que c'est plus parlant pour tout le monde de parler un peu en valeur de mobilier, entre 5 à 8 millions d'euros donc de valeur de mobilier qui a été placé, donc qui est placé chez différents clients. On a Belgique, Luxembourg. Belgique, France. donc France est notre plus gros marché. Et là, on commence à avoir des projets dans le sud aussi, donc Espagne, Portugal. On a fait des projets en Suisse aussi. Et on a évidemment l'ambition d'aller, dans un premier temps, partout en Europe et plus loin également. Et donc, comme je disais, la grande vision, c'est vraiment de se dire que demain, en fait, ça peut devenir vraiment la norme de se dire j'achète plus mon mobilier. Et c'est vrai, comme tu disais, qu'il y a encore un réflexe un peu automatique de dire en fait, du mobilier, ça s'achète. Et donc, au tout début, on a vraiment senti que c'était pas toujours évident d'un petit peu briser la glace et de travailler sur ça. Et aujourd'hui, on sent de plus en plus que c'est quelque chose de plus en plus accepté, de plus en plus demandé.
Et donc, nous, on pense vraiment qu'à un moment donné, il va y avoir un gros shift sur le marché. Et on est là aussi, évidemment, pour le créer. Mais voilà, potentiellement, demain, Enki, ça peut être vraiment un projet qui a une ampleur voilà, énorme. Et en tout cas, on va tout faire pour, parce qu'on pense que c'est vraiment bénéfique à la fois pour les utilisateurs, hein, comme tu l'as dit pour toi-même. Bah, voilà, c'est une certaine facilité de pouvoir, en quelques semaines, avoir voilà, tout son espace qui est meublé, par du mobilier quand même de qualité, qui donne aussi finalement une bonne impression aux clients, et ainsi de suite. Et en plus de savoir que finalement, en faisant ce choix-là, on contribue à mieux consommer, à faire un choix qui est plus circulaire, puisque nous, derrière, évidemment, on a mis en place tout un système où en fait, on source le mobilier auprès de fabricants déjà qui sont soucieux de la manière dont les pièces sont produites, mais aussi qu'est-ce qu'on en fait par la suite. On fait en sorte d'avoir des mobiliers qui est le plus durable possible pour pouvoir potentiellement le remettre et donc lui donner différentes vies. D'ailleurs, la particularité du projet ici, c'est qu'on a même mis du mobilier qui avait déjà été utilisé avant. Et donc voilà, donc pour nous, on voit ça vraiment comme une solution qui permet de répondre à la fois de facilité et de meilleure expérience pour l'utilisateur, tout en solutionnant ces problèmes aussi. Voilà. Alors une particularité peut-être qu'on n'a pas encore citée, c'est le fait qu'avec Enki, on pense aussi très fort en communauté. Donc, par exemple, on s'est aussi promis qu'on n'allait pas internaliser des compétences de design et d'aménagement d'intérieur, parce qu'on se dit plutôt que d'internaliser ça, de faire plein de projets qui se ressemblent, et donc finalement d'aller en concurrence avec des designers d'intérieur, des architectes, etc., on s'est dit que ça avait plus de valeur ajoutée pour nos clients, mais par rapport à notre philosophie d'entreprendre aussi, de finalement faire évoluer, faire grandir la communauté, et donc développer une communauté d'architectes et de designers autour de nous pour développer le projet. Et donc on a beaucoup de partenaires, on en signe, chaque semaine on a des nouveaux partenaires qui nous rejoignent, qui du coup proposent du Enki à leurs clients comme solution pour la partie mobilier, mais là où nous aussi on va proposer des projets, puisqu'en fait on est approché par plein de clients qui ont des projets et qui souhaitent être accompagnés pour leur design, leur aménagement. Et donc, pour nous, rien de tel que de leur proposer un designer, un architecte qui va vraiment leur ressembler, quoi. Absolument. Et donc, on a vraiment cette idée de communauté et on l'amène encore plus loin avec une dimension aussi sur l'investissement, puisque bon, j'ai aussi mon background, effectivement, qui fait que voilà, j'ai cette logique de penser à des modèles d'investissement qui peuvent être, innovant. Et donc la particularité d'Enki aussi, c'est qu'on a récemment lancé donc, une plateforme d'investissement qui permet à tout le monde, en fait à qui veut, à partir de 500 €, de pouvoir investir dans les projets d'aménagement. Et donc ça nous permet, nous, finalement, de pouvoir financer tout le mobilier derrière et du coup de pouvoir permettre du coup, ces abonnements à nos clients. Et donc c'est un vrai win-win dans le sens que les investisseurs, du coup, ont des rendements qui vont de 6 à 8%, donc ce qui sont quand même des rendements assez intéressants. Garantis aussi, puisqu'en fait on connaît bien notre business model et donc on prend le risque de nos clients, donc on ne reporte pas le risque de nos clients sur nos investisseurs. Et ça permet aussi de construire une communauté autour d'Enki où finalement en investissant chez Enki, on contribue indirectement à faire évoluer le business model et donc à avoir un système plus vertueux. Voilà. Mais ça, c'est fondamental. Donc cette dimension de travailler avec des architectes d'intérieur, aménageurs, etc., plutôt que de l'internaliser, le travailler avec des partenaires externes, c'est ce qui vous différencie d'autres acteurs qui sont présents aussi dans le même segmentation de leasing de meubles. Donc je trouve ça vraiment très smart. Plutôt que de proposer un one-stop shop, vous dites attendez, on peut être un one-stop shop avec toute une série de partenaires externes et c'est encore beaucoup mieux. Comme ça, ensemble, vous êtes plus forts. Et le deuxième point sur cette opportunité d'investissement, ça c'est super smart, quoi. C'est vraiment le business, l'idée de business next-gen, quoi, qui va elle-même se financer. D'une certaine manière, vous allez sourcer tous les énormes projets immobiliers où il faudra financer 1 million, 2 millions de meubles.
Et ensuite, vous avez déjà le client qui a signé l'offre. Il ne faut plus qu'acheter les meubles pour aller les placer. Et vous allez proposer à un investisseur l'opportunité d'acheter ces meubles pour ensuite les placer avec le rendement déjà garanti. Allez, moi j'investis, quoi. Je trouve ça génial comme concept. Merci. Parce que vous devez juste vous occuper que tout fonctionne bien. Ouais. Mais vous créez un produit de placement et vous vous allez sourcer le bien pour placer les meubles. C'est génial. Je pense qu'indirectement, de toute façon, même si on travaillait avec des institutionnels, à la fin, l'argent il vient quand même de l'épargnant. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles, notamment dans le crowdfunding, qui donnent l'accès à de l'investissement un peu alternatif à ce qu'on a toujours connu, les actions ou les bons d'État. Ouais. Et moi, je pense que de plus en plus d'acteurs vont commencer à développer cette typologie d'offres qui finalement permet à toute personne de pouvoir accéder à des produits d'investissement qui sont différents, qui contribuent un peu à une nouvelle économie. Et donc on est très fiers effectivement chez Enki d'avoir intégré cette composante-là à notre business model. Ouais, c'est un exemple. Et le succès est là puisqu'on a lancé ça il y a que 2 mois et on a déjà plus de 150 investisseurs qui nous ont fait confiance. Donc on est vraiment très vous avez très des projets en attendant qui sont là d'être financés. Donc, Tout à fait. Ok, trop bien. Le call to action est très clair. Et si on veut investir, comment est-ce qu'on fait? Il suffit d'aller sur enki.com/invest, donc il y a un lien très clair sur l'investissement. On se crée un compte, c'est très facile, et on a accès directement aux projets qui sont en ligne. On peut choisir où on investit. Voilà. Et ce qu'on pourra faire même pour les membres PropTech, on peut offrir un coupon donc de 100 €. Trop bien. De 100 à 300 €, donc en fonction du montant investi. Donc voilà, donc on enverra les détails. Je ne sais pas si tu mettras le lien peut-être en dessous de la vidéo. On trouvera quelque chose à faire. Voilà, on trouvera comment faire, mais voilà. Trop En tout bien. cas, ravi de pouvoir offrir ça à la communauté PropTech. Encore un exemple que l'innovation est un sport collectif. Exactement. Alors, une question importante. Tu disais, quand on s'embarque sur un projet long terme, c'est important d'être très ambitieux et de voir grand, quoi. Et donc, j'aimerais t'entendre sur la question de l'ambition. Parce que je trouve que tu es une des personnes les plus ambitieuses que je connaisse. Okay. Et on a eu une discussion une fois au restaurant dans lequel je te disais, oui, mais est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un risque d'être trop ambitieux? Est-ce qu'il n'y a pas un coût à être trop ambitieux? Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans les rêves? Ça veut dire que tu ne l'as jamais atteint, que tu n'es jamais content, que tu n'es jamais satisfait, et aussi que tu as un syndrome peut-être de l'imposteur, parce que tu ne connais jamais un truc à 100%. Ou tu peux avoir un risque d'être perçu comme greedy ou self-centered, ou il peut y avoir certains risques comme ça liés à trop d'ambition. Parce que si tu es très ambitieux, mais qu'en même temps tu restes humble, alors ça va. Mais c'est quoi ton idée moi, je aujourd'hui? pense que l'ambition n'est pas forcément synonyme toujours d'arrogance ou de... Donc je pense qu'on peut être très ambitieux. Je ne pense pas que c'est quelque chose de malsain en soi. Je pense qu'après, je crois que finalement être ambitieux, c'est ce qui va nourrir une grande vision, c'est ce qui va permettre pour moi à des projets d'aboutir loin, parfois même au-delà des ambitions. Donc je pense qu'avoir une grande ambition, c'est quelque chose de sain. À partir du moment où on ne se consume pas, dans le sens que si on se rend compte, effectivement, avoir une grande ambition, ça nécessite quand même du travail derrière. Donc il y a quand même un réalisme à avoir aussi sur qu'est-ce que ça implique d'un point de vue opérationnel et en termes d'exécution pour atteindre une telle vision. Ouais. Et de se dire que finalement, si on est ambitieux, si on a la tendance de voir le verre à moitié plein et ainsi de suite, on va toujours être un petit peu déçu par la réalité. Et je crois que c'est un processus normal et c'est ce qui nous permet d'avancer. Donc moi, je recommande à tout le monde de rêver grand, d'être ambitieux et de ne pas forcément être trop dur avec eux-mêmes quand ils voient que finalement ils dévient un petit peu ou qu'ils n'arrivent pas exactement au niveau. Mais je pense que cette ambition, c'est un peu le drive, c'est un peu ce qui nous tire vers aller le plus loin possible, aller le plus haut possible. Ouais, et trop d'ambition sans suffisamment de travail, ça a aussi un risque de perdre la confiance des gens. Parce que si tu vises la Lune, mais que tu ne bouges jamais, les gens vont se dire mais il n'y arrivera jamais, quoi. Donc on ne le croit pas. Donc il y a un certain réalisme à avoir derrière une ambition, quoi. Et tu parlais aussi de cette vision, l'importance d'avoir une grande vision. Donc, est-ce que tu travailles souvent cette vision? Parce que
j'ai l'impression que tu peux avoir différents niveaux de pensée quand tu réfléchis à ton business. Et on réfléchit au business tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24. Ouais. Mais parfois, c'est résoudre des petits problèmes opérationnels. Ouais. Mais parfois, il faut oublier l'opérationnel pour regarder plus la vision. Ouais. Est-ce que tu as parfois des étapes où tu te dis, OK, là, j'ai une nouvelle idée, une nouvelle vision? Je pense qu'en général, alors là je parle aussi à titre personnel, mais je crois que les meilleurs projets sont ceux qui sont vraiment drivés par une vision. Et pour moi, une vision, c'est en fait le fait d'imaginer un problème avec une solution future, de se dire, en fait, cette problématique-là, j'identifie et j'imagine un meilleur futur, en fait. Et je pense que le fait d'imaginer ce futur potentiel, c'est pour moi ce qui vraiment nourrit la vision. Et je ne pense pas qu'il faut trop en dévier. Et je crois que les meilleurs projets sont vraiment des projets où on ressent ça, où on se dit, mais en fait, ce problème-là, je vois un meilleur futur pour ce problème-là, et donc je vais m'y attaquer. Et donc je pense qu'effectivement, si après on a cette vision qu'elle est claire, on ne doit pas y revenir souvent, et on va passer la majorité de son temps dans l'exécution. Et après, en dessous de la vision, moi je dirais qu'il y a aussi le chemin par lequel on y arrive. Et je crois que l'exécution, c'est ça en fait. C'est comment est-ce que je fais pour arriver à cette vision. Et en cours de route, en fait, on va se rendre compte qu'il y a des obstacles, ou il y avait des choses qu'on avait un petit peu pas tout à fait imaginées. Enfin, on est frappé par la réalité, on se rend compte que c'est différent. Et je crois que là-dessus, il faut avoir un mindset qui est très... où rapidement on intègre les nouvelles informations et où rapidement on peut s'adapter en disant mais en fait c'est pas grave. Si je pensais qu'en fait mon business par exemple ça allait être de vendre tout en direct à des clients, mais que je me rends compte que finalement j'ai besoin de travailler avec des architectes et ainsi de suite, en fait il vaut mieux embrasser cette vision le plus rapidement possible parce que c'est ce qui va permettre d'avancer. Mais pour moi ça change pas la vision qui est de dire en fait le futur c'est que demain on va tous louer nos meubles parce que c'est ce qui fait du sens. Ouais, tout à fait. Et ces obstacles en question dont tu parlais, pour moi, c'est lié à la question de comment les identifier, comment bien tout mesurer, run quick experiments, donc essayer de rapidement comprendre si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, si on va à droite ou si on va à gauche. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je trouve que tu as toujours été très fort, de vraiment bien comprendre avec des métriques, ok, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que ça fonctionne ou pas, c'est quoi le taux de conversion, c'est quoi l'attraction, etc. Donc ça, c'est toujours, je trouve, très technique là-dedans. Mais j'aimerais parler un petit peu aussi de l'importance de la motivation. Comment est-ce que ça t'arrive de chuter en motivation et comment est-ce que tu fais pour te rebooster, pour être de nouveau fired up, pour continuer à inspirer les équipes aussi? Ouais. Je pense que comme tout le monde, on a tous des hauts et des bas. Après, chacun, gère un petit peu ses émotions différemment. Donc je pense qu'on est un peu inégaux sur ça. Donc je dirais que personnellement, j'ai la chance d'être capable d'encaisser beaucoup. Maintenant, effectivement, ça m'arrive parfois d'avoir des moments où il y a une petite chute de motivation. Donc, je pense que je suis quelqu'un qui essaie d'un peu intellectualiser tout ça, donc de me dire en fait pourquoi, comment. Souvent, une démotivation, ça peut venir de nouveau d'une croyance qu'on avait, et finalement, on se rend compte que ça ne se passe pas vraiment comme on avait voulu. Je sais pas, moi, un investisseur, on pensait qu'il allait dire oui, finalement il dit non, ou un client, ou un deal qu'on allait faire, ou une déception parce que quelqu'un dans l'équipe part ou allait rester plus longtemps. Et à nouveau, je pense que le mécanisme que j'ai développé avec le temps, et je crois que ça c'est aussi un peu d'expérience, c'est de dire en fait au plus vite j'accepte la nouvelle réalité, au mieux je vais pouvoir avancer. Et donc j'essaye de faire cet exercice mental-là, de me dire en fait ça sert à rien de s'arrêter à ce qui s'est passé, mais il vaut mieux vraiment s'attaquer au problème tel qu'il est, et donc pas se voiler la face. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Donc de ne pas trop me focaliser sur le pourquoi ça arrive, mais plutôt ok, comment je fais pour avancer. Ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, je pense que c'est une question aussi de prendre soin de soi mentalement, de se dire à des moments où on en a vraiment besoin, de se ressourcer, d'essayer d'avoir la compagnie des gens qui justement nous permettent de nous ressourcer, de se changer les idées, de dire parfois aujourd'hui je ferme le tiroir et puis je l'ouvre demain, d'avoir cette capacité aussi de lâcher prise, parce qu'il y a des moments où on est focalisé sur des problèmes et le fait de faire une petite pause mentale, ça permet de passer
et de reposer un petit peu et de se reposer sur le problème. Et parfois, on voit d'autres ouvertures. Donc, je dirais que voilà, j'ai un côté un peu, j'intellectualise pas mal ça. Et donc, ça m'aide, je pense, émotionnellement à gérer ce genre de sujet, quoi. Très clair. Ok. Maintenant, si on regarde, tu as dit 125 employés à 24 ans, puis Edebex financé 1 milliard de factures. Et puis ici, avec Enki, vous avez déjà environ 5 millions enfin pour l'équivalent de 5 millions de meubles placés dans plusieurs pays. Donc énormément d'achievements comme ça. Et en même temps, tu as eu aussi des périodes sombres. J'imagine arriver après 125 employés à zéro, à 27 ans, alors que tu te voyais déjà le roi du monde dans un rooftop, avenue Louise, etc. Et puis ensuite, ces retours avec donc cette capacité de résilience. Mais moi, j'ai une question qui est un peu plus fondamentale, c'est est-ce que pour bien réussir, il faut avoir souffert? L'importance de la souffrance dans la réussite. Alors, je ne sais pas s'il faut avoir souffert pour réussir. Je pense qu'effectivement, l'entrepreneuriat, indirectement et inévitablement, nous soumet à des situations difficiles et à des problèmes, je dirais plus que dans, je dirais, une vie, on va dire, je ne vais pas dire normale, parce que bon, mais je veux dire, voilà, le fait d'être entrepreneur, de gérer un business, de prendre des responsabilités, indirectement, ça nous met dans des situations difficiles, de stress, et ainsi de suite. Et je crois qu'effectivement, le fait d'avoir peut-être vécu certaines expériences où on a été confronté à des difficultés qu'on a dû surmonter et où on a fait le choix justement de les surmonter, d'être combatif, de persévérer, bah, ça va aider forcément dans l'entrepreneuriat parce que voilà, c'est inévitable dans l'entrepreneuriat, ça ne se passe pas comme on veut et donc la capacité à gérer ce qui ne se passe pas comme prévu, pour moi, est clé dans la réussite d'un projet. Donc je pense que ça fait vraiment une grande différence entre des projets qui réussissent ou pas. Et je crois qu'effectivement, le fait d'avoir vécu certaines situations difficiles, ça aide. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est nécessaire. Je pense qu'il y a des personnes qui voilà, ont vécu dans des environnements favorables. Après, ça ne veut rien dire, hein, mais je veux dire, et qui n'ont peut-être pas eu trop de soucis et qui finalement arrivent quand même à bien les gérer au moment où ils sont là, quoi. Le CEO de Nvidia disait il y a une semaine ou deux devant les nouveaux diplômés de Stanford, je pense, je vous souhaite de souffrir. C'est un peu ça, quoi, tu vois. C'est limite, imagine, tu es un VC, est-ce que tu vas dire au fondateur, avant que vous investissiez, je veux vous voir au pain sac à l'eau pendant 3 semaines. Il faut que vous connaissiez un peu ça pour avoir de la substance, pour ensuite avoir une motivation beaucoup plus grande, pour qu'ils comprennent l'enjeu. Bah, ce qu'on dit souvent, c'est que les Américains, ils aiment bien voilà, en Europe, bon, ça évolue. C'est vrai qu'on a toujours eu cette mentalité de ne pas faire d'erreurs et donc de privilégier des gens qui ont un parcours parfait. Là où c'est vrai que les mentalités anglo-saxonnes vont plus aller chercher des personnes qui peut-être ont déjà eu une ou deux expériences qui n'ont pas réussi, en se disant bah, finalement ce qu'il a tiré de cette expérience va permettre la réussite. Et je crois que même statistiquement, c'est un peu vrai. Donc statistiquement, on sait que, enfin, il y a une étude comme ça qui avait été faite, je pense, par, je crois que c'était TechCrunch qui avait analysé l'âge moyen des fondateurs des boîtes au moment où ils démarraient la boîte, qui ont eu le plus de succès. Donc succès en termes de volume de chiffre d'affaires ou valorisation et ainsi de suite. Et en fait, tu dirais quel âge comme ça? Ah, mais j'avais déjà vu des chiffres, genre tu McDonald's, 55 ans et tout ça, donc il n'y a pas d'âge. Mais on pourrait souvent se dire comme ça en start-up, parce que c'est un monde de jeunes et ainsi de suite, 20 que ans, voilà, c'est 30 ans. 25 ans, 30 ans, et en réalité c'était 44, 45 ans. Ouais. Donc pour moi, qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que ces gens-là, bah, c'était pas leur premier projet, et donc ça veut dire qu'ils ont dû peut-être faire 3-4 projets qui n'ont peut-être pas abouti ou qui ont abouti moyennement, avant d'atteindre vraiment la capacité de mener un projet qui va vraiment décoller et qui va vraiment devenir quelque chose de fondamental. Et donc, ce qui veut dire indirectement que, bah oui, on a besoin d'un peu de cet entraînement et inévitablement voilà, d'avoir vécu des difficultés. Voilà. Après, si on réussit du premier coup et que, voilà, donc ça veut dire qu'il ne faut pas forcément se créer des problèmes pour s'en créer. Mais c'est vrai que la réalité statistique est quand même que
l'expérience et le fait d'avoir vécu des projets qui ont échoué facilite la réussite future, quoi. Je pense qu'il y a autre chose aussi qui fait un grand entrepreneur. Outre les éventuelles cicatrices du passé ou le sadomasochisme, on pourrait dire, c'est l'idée d'être une personne vertueuse, une personne qui est vraiment bien, qui est animée de la volonté d'avoir un impact social, environnemental positif ou qui est avec une tête bien faite, qui est altruiste, etc. Donc c'est vraiment la notion de la vertu. Est-ce que tu es d'accord et quelles sont, toi, tes valeurs personnelles, les valeurs que tu veux véhiculer au sein de Enki, que tu défends, la culture d'entreprise aussi? Ouais. Je pense qu'effectivement, si on prend, je dirais, de manière générale, je crois qu'être vertueux, avoir des valeurs personnelles, c'est quelque chose d'important, puisque quand on entreprend, on a affaire à de l'humain, que ce soit des employés, des partenaires, des associés, des clients, et ainsi de suite. Et donc, ne pas avoir des valeurs, je dirais, de base, d'honnêteté, et ainsi de suite, je pense que ça peut vite se faire ressentir. Et donc, Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas, c'est tout dans la zone grise, hein. Il n'y a jamais une personne qui a des valeurs et une personne qui n'a pas de valeurs. non, C'est tout à où est-ce fait. que tu mets le curseur? Ouais. Je pense que de manière générale, il y a des gens voilà, qui ont moins de scrupules pour certaines choses et ainsi de suite, et qui réussissent quand même. Donc je pense pas qu'on... Voilà. Mais je crois quand même que l'équilibre général fait que, effectivement, être quelqu'un de vertueux, d'humble, d'humain, d'honnête et ainsi de suite, va forcément aider. Voilà, après, de nouveau, il ne faut pas être non plus trop naïf, parce que parfois, si on est trop naïf, trop gentil, trop ceci, on peut aussi tomber dans le côté où voilà, ça reste un monde quand même qui n'est pas toujours, c'est pas un monde bisounours non plus, hein, quand on fait de l'entrepreneuriat, donc il faut avoir cette capacité aussi à s'adapter à un monde où parfois il y en a qui donnent des coups, et donc il faut quand même être voilà, un peu comme dans le sport. Je pense que c'est un peu la même mentalité. Après voilà, bon, moi mes valeurs, je pense que d'autres gens qui me connaissent peut-être seront mieux placés pour le dire, mais j'essaye effectivement de traiter chaque personne avec, voilà, avec respect, avec humilité. Voilà, tu disais toi-même, effectivement, je suis quelqu'un de très ambitieux, mais voilà, je ne pense pas être quelqu'un de trop prétentieux ou de toutes ces choses-là. Je pense que ce n'est pas des comportements utiles. Et je pense que autant qu'on soit dans un marché, donc je pense que si on peut réussir à faire fonctionner les choses de manière harmonieuse et d'apporter de la valeur ajoutée à un marché plutôt que d'être destructeur, parce qu'on parle souvent de disruption en start-up, voilà, moi je ne suis pas convaincu qu'il n'y a que la disruption qui est un élément positif. Je pense qu'on peut contribuer à faire évoluer un marché avec ses acteurs, et je pense que c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi avec notamment voilà, le côté designer et architecte, etc. C'est de se dire comment en fait on vient se plugger dans un marché où il y a des acteurs existants qui ont de la valeur ajoutée, mais qu'on peut faire évoluer, et comment est-ce qu'ensemble en fait on crée quelque chose d'harmonieux. Et donc ça c'est un peu mes valeurs, les valeurs des gens de mon équipe, parce que je crois qu'indirectement on attire dans son équipe des gens comme ça. Donc il y a ce côté aussi de vouloir bien faire, de vouloir se dire si on fait un projet entrepreneurial, autant que ça contribue à quelque chose de positif. Moi, ça ne m'intéresserait pas de faire un projet, de dire voilà, je le fais que pour l'argent, je pense que ça ne me motiverait pas. Je crois qu'à un moment donné, on passe cette étape-là et on se dit en fait, on a envie de laisser une trace, on a envie de contribuer à quelque chose. Et je crois que ça donne, pour moi en tout cas, des personnes qui ont un drive comme ça donne en tout cas des entreprises qui atteignent voilà, des niveaux élevés et qui apportent de la valeur ajoutée. Et en tout cas, moi, c'est vers ça que j'essaye d'aspirer chaque jour, quoi. Et moi, je souhaite que Enki se fasse aspirer vers les sommets inatteignables. Super. En tout cas, merci beaucoup. Et en tout cas, on a toute une équipe derrière qui est motivée et qui fait tout au quotidien pour qu'on atteigne ces objectifs-là. Donc, merci beaucoup. Génial. Merci pour ton temps. Avec grand plaisir.